Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bon, par où vais-je commencer? Il y en a tellement à dire. Je ne sais pas. Bon, je crois que la politesse s'impose. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Elliot Duval, mais pour une raison qui vous paraîtra évidente, je vais me faire appeler la Sentinelle. Durant tout le reste de mes récits, vous allez me dire que cela est un petit peu couillon, car je viens juste de vous donner mon nom et mon prénom. Et qui vous dit que c'était les vrais? Enfin bref. Je travaille depuis plusieurs années maintenant dans l'endroit où la magie est réelle, d'après le slogan publicitaire. Et je dois l'avouer que c'est vrai, la publicité ne vous ment pas. La magie est bien réelle dans ce lieu. Mais elle n'est vraiment pas comme vous imaginez. Vous avez deviné? Eh oui, il s'agit de Disneyland. Ce merveilleux endroit que tout le monde a rêvé d'aller, au moins une fois dans sa vie. Entre les grandes attractions, les boutiques de souvenirs hors de prix, les mascottes et autres personnages Disney. Comment peut-on rêver un plus bel endroit? Eh bien, je vais vous révéler un petit secret. Moi qui vois tout dans ce parc. Car oui, je suis les yeux et les oreilles du parc. Enfin, pas toujours bien sûr, je vous rassure. J'ai une vie à côté comme tout le monde. Le parc est rempli de caméras et de petits microphones pour que je puisse vous entendre. Quand l'un d'entre vous parle de quelque chose de bizarre, quand il prononce le mot attentat, ou quelque chose de similaire, sachez que cela vient directement à mes oreilles. Et c'est à moi de faire le tri entre une banale conversation et quelque chose de douteux que quelqu'un pourrait préparer. Je n'ai pas fait que cela dans ma vie. J'ai durant plusieurs périodes surveillé des musées, des zoos et autres. Mais je dois dire que ce travail est vraiment le plus captivant que je n'ai jamais vu. Bon allez, je vous fais une fleur, car il y a plusieurs parcs Disney dans le monde. Celui où je travaille se trouve à Paris. Enfin, plus exactement à Marne-la-Vallée, bien sûr. Cette pauvre ville se fait beaucoup trop manger par Paris. Enfin, c'est un avis personnel, bien sûr. Pourquoi est-ce que je vous précise ce détail? Car voyez-vous, il y a deux bonnes raisons à cela. La première, c'est que j'ai lu et entendu beaucoup d'histoires de phénomènes paranormaux, mais qui proviendraient tous de Disney World en Californie. Ce parc est même réputé pour être le lieu le plus hanté d'Amérique. Je vous passe les détails, bien sûr, car la liste sera beaucoup trop longue. Ou peut-être que je les mentionnerai une prochaine fois. Allez savoir. J'ai tellement à vous raconter ici. La deuxième raison est toute simple, car l'histoire que je vais vous raconter dépend exclusivement d'une attraction que nous avons ici, dans ce parc et nulle part ailleurs. Vous avez peut-être déjà une petite idée? Non? Pas du tout? Alors je ne vous spoile pas. Laissez-moi vous raconter depuis le début. Cela s'est passé il y a 6 ans, avant la crise sanitaire, à l'époque où le parc était bondé de monde et que personne ne se méfiait les uns les autres, à chaque fois que quelqu'un éternuait ou toussait un petit peu trop fort. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais moi qui vois l'intégralité des visiteurs, croyez-moi que lorsque quelqu'un éternue dans une file d'attente ou qu'il se met à tousser plusieurs fois, tout le monde le regarde comme un pestiféré et il recule immédiatement. Quelle triste époque qu'on vit. Enfin bref, ce jour-là un petit groupe d'hommes discutait de tout et de rien. Je les avais déjà remarqués depuis un petit moment. Ils avaient une démarche un peu hasardeuse. Ils déambulaient ici et là dans le parc. Pas besoin d'être malin pour savoir que ces hommes étaient complètement bourrés. Mais comment, me diriez-vous? Dans le parc, il n'y a pas d'alcool, et il est interdit d'en ramener. J'ai rapidement regardé les enregistrements des caméras de la journée, au moment qu'ils sont entrés dans le parc. Ils ont utilisé une très vieille technique. Les gardiens ne se méfient pas de ça. À vrai dire, moi qui ai déjà travaillé dans le milieu carcéral, c'est plutôt là-bas qu'on la voit. Une technique toute simple, qui consiste à remplir des biberons pour bébés, avec un alcool de couleur rose, que vous avez déjà en tête bien sûr. Si le garde vous pose une question, il vous suffit simplement de répondre que c'est un biberon de grenadine pour les enfants. S'il y a beaucoup de monde, les gardes ne vérifient pas. Et croyez-moi que ce jour-là, quand ce petit groupe d'hommes est rentré,
avec effectivement un bébé avec eux. Et ce qui devait être leur compagne. Vu la quantité de biberons qu'ils avaient emmenés, c'est bizarre que le garde ne s'est pas méfié. Car soit le gamin souffrait d'une énorme déshydratation, ou soit il allait vraiment avoir soif. J'ai continué mon poste tout normalement, en gardant un petit œil sur eux. Je ne voulais pas non plus les mettre dehors, car j'admirais leur technique. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Et puis, à chaque fois que j'allumais les microphones, ils semblaient complètement inoffensifs. Sauf l'un d'entre eux, qui ne cessait de répéter qu'il allait voler Mickey, qu'il allait braquer la banque, et partir avec la caisse, afin de devenir un homme riche. Il pointait très régulièrement du doigt une des maisons de l'allée centrale. Oui, celle-ci avait des airs de banque, mais ce n'en était pas une, bien sûr. Les seules potentielles banques qu'on peut voir dans le parc sont les simples distributeurs d'argent ici et là. Mais je le trouvais rigolo, cet homme, tellement sûr de lui, tellement prêt à braquer Mickey, comme il aimait bien le dire. J'étais curieux de voir comment il allait faire. Alors ce soir, je me suis dit, bon, tant pis, s'il fait une bêtise, je prendrai. La journée a donc continué tout normalement. Ce petit groupe de vacanciers est vite parti. À l'exception d'un seul. Vous devinez lequel, bien sûr. Quand il n'y avait plus aucun visiteur dans le parc, j'ai passé plusieurs heures à checker les caméras les unes après les autres. Je savais bien qu'il était là, qu'il s'était caché quelque part. Il y a tellement de monde qui réussit à rester dans le parc après la fermeture. Mais ça, c'est une autre histoire. Il a réussi avec un coup classique. Il est simplement resté dans des toilettes et a attendu que les visiteurs partent, mais est tout de même sorti avant que l'équipe de maintenance et de nettoyage ne commence son travail. Il était peut-être encore un peu saoul à ce moment. Mais croyez-moi qu'il avait les idées claires. Il savait exactement où frapper et quand frapper. Il est retourné dans l'allée centrale. Je l'ai surveillé tout du long. J'hésitais à appeler la sécurité, mais j'étais tellement excité à l'idée de voir comment est-ce qu'il allait réagir quand il allait enfin remarquer que non, Mickey n'est pas braquable. Au contraire, c'est Mickey qui arrive à te prendre tout ce que tu as dans tes poches, à l'instant même que tu entres dans le parc. Il est donc resté comme cela plusieurs minutes, devant ce qui lui semblait être une banque. Mais quand il s'est rendu compte de son erreur, il a rapidement fait demi-tour. Et frustré de ne pas partir avec le moindre centime, il a décidé de s'acharner sur le premier distributeur qu'il croisait. Il l'a simplement frappé avec un parapluie qu'il avait trouvé par terre. Encore un objet trouvé, qui ne sera jamais rendu à son propriétaire maintenant. À ma grande surprise, il a réussi son coup. Mais je ne pouvais pas le laisser continuer, bien sûr. Là, il avait atteint la limite de non-retour. J'ai appelé la sécurité pendant qu'il continuait à fracasser le distributeur. Avant qu'il n'arrive sur place, il a réussi à lui prendre quelques centaines d'euros. Et il est parti en courant avec. Mais je pense qu'il n'avait pas prévu sa fuite, car au lieu de se diriger vers la sortie, il a couru aléatoirement dans le parc. Plus un geste désespéré qu'autre chose. Il est rapidement retourné au château de la Belle au Bois dormant. Mais au lieu d'entrer dans celui-ci, il est descendu dans le sous-sol, là où dort notre animatronyx de dragon. Lorsqu'il arriva devant celui-ci, il a dû penser qu'il n'y avait rien de mieux qu'un dragon pour surveiller un trésor. Même si celui-ci n'était pas gros, ce dragon-là n'allait sûrement pas faire le difficile, étant donné qu'il n'était pas vivant. Tandis que je continuais à guider les gardes jusqu'à lui, je l'ai vu enjamber la barrière et monter sur le petit îlot du dragon. Je ne sais pas où il avait l'intention de cacher son argent. Mais, comme je vous l'ai dit plus tôt, Disneyland est réellement magique. Une magie noire très très puissante y règne en ces lieux. Et l'animatronique du dragon, qui était pourtant éteint, s'est soudainement relancé et a commencé à faire des gestes qui n'étaient pas prévus dans son programme. Comme si il avait volontairement attrapé ce voleur. Il l'a attrapé par le ventre et a commencé à le secouer de toutes ses forces. Le pauvre homme hurlait de douleur, pendant que le dragon ne cessait de le secouer de plus en plus fort. J'avoue que cela ressemblait beaucoup à son programme initial. À quelques différences bien sûr. Moi je restais là témoin de cette vision d'horreur. J'ai passé un rapide dernier message aux gardes, leur disant qu'ils devaient se dépêcher, car il était en train de passer un mauvais quart d'heure avec le dragon. Ils ont tout de suite compris, et ils sont arrivés peu de temps après. Mais malheureusement pour lui, le pauvre homme ne cessait de glisser entre les mâchoires de l'animatronyx, qui n'arrivait pas à avoir une prise solide sur lui. Normal, vous me direz. Il n'a jamais été conçu pour tuer qui que ce soit. Mais après quelques instants de mauvais moments, ce fut autour de son cou de se retrouver entre les mâchoires de celui-ci.
Puis le dragon secoua une fois de trop et lui brisa la nuque. Une fois que l'homme était mort, l'animatronique s'arrêta instantanément, comme s'il venait de comprendre que sa tâche était finie et qu'il pouvait retourner en mode veille. La sécurité n'a pu que constater son décès, et ils ont fait tout ce qu'il fallait afin d'évacuer le corps. L'affaire n'a pas fait les gros titres des journaux. L'entreprise a donné quelques beaux chèques, ici et là, afin que le bruit ne sorte pas d'ici. Croyez-moi qu'acheter quelqu'un reste une chose extrêmement facile. Pour ma part, je n'ai reçu aucun problème pour cette soirée-là. D'après eux, j'ai fait de mon mieux, et j'ai intervenu pile au bon moment. Le dragon, de son côté, il a simplement une petite révision. Rien de méchant, bien sûr. Il n'a pas été remplacé, ou quoi que ce soit d'autre. Même si j'avoue que les techniciens ont passé plusieurs heures à essayer de comprendre pourquoi cet animatronique s'était réveillé pile à ce moment, et pourquoi il avait exécuté des gestes qui n'étaient pas prévus à son programme. Et jamais ils ne voudront comprendre la réalité. Mais moi je l'ai vu, et j'ai vu bien d'autres choses. Croyez-moi, Disneyland Paris regorge de magie noire, et cet accident n'est qu'un seul exemple, parmi tous ceux dont j'ai été témoin durant toute ma carrière. Alors, voyons, comment est-ce que je vais écrire cela? Quelle drôle d'idée j'ai eu de vouloir écrire mes mémoires. Ah, mais il faut bien laisser une trace pourtant, on peut pas laisser ça comme ça. La plus grande chasse au loup qui n'ait jamais eu en France. Il faut bien, voyons. Bon, je crois que je vais d'abord commencer par me présenter, le minimum. Où est-ce que j'ai mis ma... Ah, voilà ma plume, c'est bon. Bonjour à vous, ceux qui liront ceci. Je m'appelle François-Antoine. Je suis... Est-ce que je l'écris ou pas? Oh oui, puis de toute façon, je suis plus à ça près. Je suis arquebusier, au service du roi de France. Ah, je vais peut-être devoir faire une petite précision à ce moment. Les arquebuses ne sont plus une arme très utilisée, et j'ai peur que si ce texte est retrouvé dans très longtemps, beaucoup de gens buguent là-dessus. Je suis un genre de propriétaire d'ancêtre du fusil, si vous préférez. Je ne suis pas un fusilier, mais je n'utilise pas un lance-pierre pour autant. Disons que par rapport à eux, j'en ai une plus petite. Phrase à double sens là. Bon, tant pis, je laisse quand même. Dans notre actuelle région du Gévaudan, une bête mystérieuse s'est attaquée à la population. Elle a en tout fait 124 victimes, essentiellement des femmes et des enfants. Cela a duré plusieurs mois, entre les différentes battues organisées par les locaux, jusqu'à celle d'hier, dont j'ai participé, et qui m'a valu bien sûr le titre de grand sauveur. C'est lui qui a abattu la bête, avec une simple balle en argent. D'après la population, et les quelques témoins qui, d'après eux, étaient là pour voir un grand héros mettre fin à ce carnage. Faut vraiment les écouter un soir quand on s'ennuie. Surtout quand ils ont commencé à boire. C'est marrant d'ailleurs, à chaque fois que vous les écoutez, il y a toujours un truc en plus, quelque chose d'exceptionnel. La première fois j'avais utilisé soi-disant des balles en argent. Bah bien sûr que non, je n'ai pas utilisé ça. Vous avez déjà tiré avec une balle en argent, vous? Je peux vous garantir que ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas précis. Même à 10 mètres, si vous essayez de viser quelque chose droit devant vous, vous avez autant de chances de réussir à vous toucher le doigt de pied que quelque chose qui se trouve vraiment au plafond. Non, je crois que la meilleure, c'était la dernière fois. D'après eux, j'avais réussi à toucher la bête en plein cœur et au moins 100 mètres. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre des fois? Bon, j'avoue, moi, ça me dérange pas. Au contraire même, je me sens important au milieu de cette population. Et ça leur change énormément la vie. Vous imaginez bien que, depuis tout ce temps, que cette bébête était là dans les bois, à attaquer aléatoirement la population, alors qu'il n'arrêtait pas de demander de l'aide au roi, il n'avait plus trop d'estime envers lui. Et cela devenait très important, que l'un de ses propres soldats se débarrasse d'elle. Mais vous voulez que je vous confie un petit secret? Un tout petit secret. Oh, et puis, à qui vous allez bien le répéter de toute façon. Si vous n'êtes qu'un paysan et que vous êtes tombé sur ce papier, il y a de grandes chances que vous ne savez même pas lire. Quand bien même vous sauriez lire, et que vous avez envie de raconter cela à la population, qui vous croira?
Je crois que je vais commencer par vous dire quelle était la vérité dans cette histoire. Voyons, qu'est-ce qui était vrai? La bête? Le fameux loup? Non, pas du tout. Il n'était pas vrai. Beaucoup ici ne connaissent pas les animaux qui vivent hors de la France. Cette fameuse bête en question est certes de la même taille qu'un loup. Mais réfléchissez, avez-vous déjà donné à manger à un chien? Bien sûr, un chien du même gabarit qu'un loup. Essayez donc de lui donner des os, aussi solides que des vertèbres. Car d'après les témoins, les victimes seraient très souvent décapitées. Mais un chien, ou même un loup, n'aurait pas la force de faire ça. C'était déjà le premier indice, pour faire comprendre aux gens que non, les loups n'avaient rien à voir dans l'histoire. Et pourtant, croyez-moi qu'il y a eu un très beau massacre ces derniers jours. Je me demande même si on reverra des loups en France un jour. Si vous connaissez un peu la faune mondiale, je vais vous donner un petit indice sur ce qu'était réellement cette bête. Plusieurs témoins des attaques auraient décrit une créature, de la même taille qu'un loup certes, mais qui, pour une raison qu'ils ne comprenaient pas, les narguait, se moquait d'eux. En gros, cette créature riait. Ah, voilà, vous avez compris. Vous en connaissez beaucoup, vous, des animaux qui rient. Maintenant, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que cette hyène fout en France? Eh bien, vous n'imaginez pas le nombre de choses incroyables que l'on peut acheter provenant d'Afrique, surtout depuis que ces nouvelles lignes commerciales ont ouvertes. Personne ne fait vraiment attention à ce qu'ils transportent. Une pièce ou deux ici par là, et on peut facilement faire regarder les gardes ailleurs. Vous comprenez maintenant pourquoi cette bête n'attaquait que les femmes et les enfants? Car les hyènes ne sont que des gros chats. Vous avez déjà réussi à dresser un chat? Ce n'était pas très difficile. Eh bien les hyènes c'est pareil. On peut les dresser très facilement. Il faut juste avoir un peu plus de patience. Maintenant vous avez sûrement une autre question en tête. Comment je suis au courant de tout cela? Eh bien, à votre avis, qui a acheté cette hyène? Qui l'a fait venir d'Afrique? Qui l'a dressée à tuer? Et qui l'a cachée dans une petite cabane, à l'abri des regards indiscrets, ne la laissant sortir que le soir, afin qu'elle puisse attaquer quelqu'un? Et même mieux encore, qui lui a montré les cibles à attaquer? Eh oui, c'était moi. Pourquoi l'ai-je fait? Disons que mes employeurs sont des gens un peu spéciaux. Mais laissez tomber, je ne vous dirai pas qui. Non, je n'ai vraiment pas envie de les dénoncer. Ils m'ont donné une très belle somme d'argent. Et comprenez que j'aimerais bien l'utiliser avant de mourir. Sinon, j'aurais fait ça pour des prunes. Sachez seulement une seule chose sur eux. Qu'importe à quelle époque vous lirez cela, croyez-moi que leur groupe existera toujours. Et le pire dans cette histoire, vous ne vous méfierez même pas d'eux. Vous les verrez pourtant. Vous saurez qu'ils sont différents. Mais cela ne vous viendra même pas à l'idée d'imaginer que ces personnes sont mauvaises et qu'ils ont déjà eu par le passé les pires intentions qu'on ne peut imaginer. Eh bien, vous n'imaginez pas comment ça peut soulager d'écrire cela. Ça m'enlève comme un poids sur la conscience. C'est... c'est vraiment magique. Ah oui, dernier petit détail. Pourquoi ai-je tué la bête? Disons simplement qu'elle devenait encombrante. Mes employeurs pensaient que cela était terminé, qu'ils avaient récupéré tout ce qu'ils avaient besoin par rapport à la population locale. L'exemple était fait. Les massacres pouvaient donc prendre fin. Alors je l'ai tout simplement attaché à un arbre et je lui tirai dessus à bout portant. Manque de chance pour moi. Un ou deux trous du cul sont arrivés et ont vu toute la scène. Mais ils ont eu tellement peur que j'ai largement eu le temps de détacher la hyène et de leur faire croire que j'avais mené un énorme combat contre elle afin de libérer le Gévaudan. Ces idiots ont tout gobé et aujourd'hui encore, ils crient mes louanges. Voyons voir, il est quelle heure? Oh, 20 heures passées. Je suis sûr que là maintenant ils sont à la taverne, à chanter mes exploits entre deux verres. Décidément, je ne me lasserai jamais. Signé François-Antoine, le sauveur de la France.
Je ne sais vraiment pas où ce que cela va nous conduire. Cela fait 2 jours que nous avons capté ce signal de détresse. Je ne sais pas exactement ce qu'il disait. Malheureusement, beaucoup de fichiers ont été corrompus. Les rares mots qu'on arrive à comprendre sont île, araignée et quelques autres bricoles comme ça. Mais tout mis bout à bout, cela n'a aucun sens. Mais bon, on ne peut pas laisser un homme dans le besoin. Même si je ne suis pas un garde-côte, un militaire, ou encore moins un scientifique, juste un simple pêcheur. Il est hors de question pour moi d'abandonner quelqu'un en mer. Cela fait donc 2 jours maintenant que nous sommes en direction de cette île. Île qui n'est absolument pas indiquée sur ma carte. En même temps, elle n'est vraiment pas à jour. Alors cela ne me surprend pas. L'île est maintenant à portée de vue. Encore quelques minutes et nous pourrons y accoster. Il n'y aura nulle part où s'y mettre. On va donc devoir y aller avec un petit canot. Je vais prendre mon carnet avec moi. Je vais tout noter ce que nous y trouverons. On ne sait jamais. Cette île est toute nouvelle. Pas que j'ai spécialement envie de faire fortune sur ce caillou. Mais la vie de marin est très dure en ce moment. Si moi aussi je peux toucher une petite récompense financière, je ne vais vraiment pas cracher dessus. Quoi qu'il en soit, je reprendrai l'écriture après. Les dernières manœuvres risquent d'être très compliquées. Cela fait quelques minutes que nous avons posé pied à terre. Comme prévu, mais il n'y a rien du tout. Enfin, du moins si, il y a bien le campement de cet homme qui a envoyé le signal de détresse. On a rapidement fouillé sa tente et quelques affaires qui traînaient ici et là. Il n'est pas là, mais cela ne me surprend pas. On n'envoie pas un signal de détresse uniquement parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un pour jouer aux dames. 3 des hommes de mon équipage vont venir avec moi afin de faire un petit tour dans l'île. Du peu que j'ai remarqué, elle n'est pas spécialement grande. On devrait avoir vite fait le tour. Enfin, du moins j'espère. Il est quelle heure? 14 heures. Oui, j'aimerais bien être retourné à mon bateau avant la nuit. La seule chose que j'ai remarquée avant de m'engloutir dans la jungle, c'est qu'effectivement, il y a énormément de toiles d'araignée ici. Mais aucune araignée. C'est bizarre. D'habitude, ce genre de petites bébêtes aiment bien rester dans leur maison. Moi qui n'aime vraiment pas ça, je suis servi. Bon allez, on s'engouffre là-dedans sinon on va jamais rien trouver. La forêt est tellement grande et tellement épaisse, j'ai vraiment du mal à voir la cime des arbres, si au moins il y en a une. On voit ici et là quelques traces de bottes. Cet homme est visiblement passé dans le coin. Et on voit aussi beaucoup d'araignées. Aussi bien que sur la plage il n'y en avait pas, que là on est servi. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Certaines sont vraiment très belles. Mais à mes yeux, elles restent quand même très moches. Oui, enfin, c'est contradictoire ce que je veux dire, mais oh, je me comprends. On se permet une petite pause, moi et mes gars. Ça fait maintenant plus d'1 heure qu'on marche et on a vraiment les pieds en compote. Je comprends maintenant pourquoi cette personne perdue avait stipulé des araignées dans son message. Ce qui est vraiment une IA, que ça. Vous ne pouvez pas poser votre regard dans un coin sans croiser une araignée. Même pas une... Oh bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est énorme! Ah oui, je comprends. Et je comprends si c'est ça qui l'a attaqué, j'ai vraiment pas envie de rester. Oh, j'espère qu'elle m'a pas vu. Bon, finalement, on va continuer, hein, on va pas trop rester là. Oui, on va même très rapidement terminer le tour de l'île. Ça serait dommage de rester sur son territoire. Voilà, on se lève doucement, les gars, on recule doucement, doucement, elle nous a pas vus. Enfin, si, elle nous a sûrement vus, mais doucement, voilà, impeccable. Eh ben bordel, j'ai jamais vu une araignée aussi grosse de ma vie. C'était pas une araignée, ça, c'était un chien. Oh, je saurais même pas vous décrire. C'était horrible. Quel dommage que j'ai pas pris mon téléphone ou un appareil photo avec moi. J'ai beau apprendre des notes, hein, je sais très bien que tout le monde va me prendre pour un fou quand j'aurai raconté ça. On s'est posé devant une petite grotte. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'entrer dedans, étant donné le nombre de toiles d'araignée qui s'y trouvent. Mais il y a justement un téléphone portable, posé juste par terre. Je pense que si quelqu'un est entré là-dedans, il doit encore y être. Il y a même quelques traces de vent, comme si quelque chose y avait été traîné. Je pense que notre homme est ici. C'est clairement un nid d'araignée, mais qui ne tente rien à rien. Heureusement de la lumière on en a. Moi et les gars on avait prévu que la nuit tomberait très vite. On va tous mettre nos torches à fond, et s'il y a une grosse bébête au fond, il nous faudra simplement éclairer ses yeux.
Et si tout se passe bien, on devrait pouvoir s'en sortir. Bon, allez, on entre. À celui qui lira ça, ou peut-être à moi-même, dites-nous merde. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Oh putain, j'aurais jamais dû entrer. Oh non. Oh non, plus jamais. Plus jamais je veux revoir ça. Oh, c'est fini. Oh, c'était monstrueux. C'était horrible. Oui, le gars était là-bas. Oui. Mais il était pas tout seul. Oh bordel. Oh non, il faut que je m'assoie. Il faut que je reprenne mon souffle, ça va pas. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Le pauvre homme était tout au fond de la grotte. Il ne bougeait pas d'un pouce. Il ne faisait que rester là, allongé par terre, à nous regarder. Il nous fixait du regard. Ses yeux suivaient nos mouvements. J'étais persuadé qu'il essayait de nous appeler à l'aide. En tout cas, je voyais bien qu'il était encore vivant. Deux de mes gars lui ont directement sauté dessus. Ils n'ont jamais été arachnophobes. Moi, j'avais quand même un doute. Les murs étaient toujours recouverts de toiles d'araignée. Et j'avais vraiment l'impression qu'on allait tomber dans un guet-apens. Et ça n'a pas manqué. Ils ont attrapé le pauvre malheureux. Et ils ont commencé à le traîner sur le sol. Grossière erreur. Il était encore vivant, oui. On l'a bien vu à son regard. Mais au moment où ils l'ont attrapé, ils ont réussi à élever uniquement le haut de son corps. Ses deux jambelles et le bas de son bassin, je veux dire les fesses, sont littéralement restés sur place. Il était complètement coupé en deux. Ah, quelle horreur. Quand j'y repense, je crois que je vais... Non, ça va. Ça va, je retiens. Je retiens. Ça va le faire. Le haut de ses jambes était recouvert de petites araignées. Elles étaient complètement blanches, la preuve qu'elles étaient de jeune âge. Mais elles mesuraient déjà entre 5 à 10 cm chacune. Il devait y en avoir une trentaine sur ses jambes, voire plus. Plusieurs sont sortis de l'intérieur des jambes, au moment que nous l'avons soulevé, et d'autres encore sont tombés de son ventre. Quand ils l'ont soulevé à quelques centimètres du sol, le pauvre homme était encore vivant, mais il se faisait littéralement dévorer de l'intérieur. Il devait avoir tellement mal, une souffrance des plus inimaginables. Vu l'énorme quantité de sang qu'il ait perdu, et toutes ces tripes qui s'étaient répandues par terre, j'avais compris qu'il n'était pas transportable, et qu'il allait très certainement mourir ici. Mais il n'était toujours pas mort, le pauvre. Il était là à nous supplier du regard, un regard qui, certes, était toujours vide d'expression, mais qui ne cessait de nous fixer. J'ai donc fait la seule chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. J'ai pris mon pistolet d'autodéfense, qui ne me quitte vraiment jamais. Je l'ai pointé sur sa tête, et j'ai tiré. Le bruit du tir a résonné dans toute la grotte. J'ai rapidement entendu des centaines de petits pas courir dans notre direction. C'était monstrueux, pire que dans un film d'horreur. On a couru aussi vite que possible vers la sortie. L'un de mes gars n'a malheureusement pas eu la chance de s'en sortir. Il s'est fait attraper par la jambe, et quelque chose l'a traîné au fond. C'était mon ami, et je n'avais vraiment pas envie qu'il connaisse le même sort. Mais disant qu'il ne m'a pas laissé le choix, j'ai juste le temps de faire demi-tour, afin d'essayer de le rattraper, que je l'ai vu sortir son zippo de sa poche, et suivi d'un rire nerveux de sa part. Il l'a allumé, et il a littéralement frotté le sol de la grotte avec. Celui-ci étant recouvert de toiles d'araignée, de feuilles séchées et de quelques petites brindilles. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il s'enflamme. Je dois dire même que les toiles d'araignée brûlent encore plus vite que je n'aurais pensé. On a juste eu le temps de sortir, moi et les autres. La grotte s'est rapidement transformée en brasier gigantesque, emportant avec elle ces monstruosités, qui j'espère sont bien les pires choses que je ne verrai sur cette île. Maintenant nous allons retourner à notre bateau. Je pense que... on n'a plus rien à faire ici. Oui. Oui, c'est ce qu'il nous reste à faire. Repartons. Nous sommes enfin sur le bateau. Je regarde cette île de malheur. Mais malheureusement, au lieu de chercher un pauvre homme qui était perdu en mer, je repars avec plus de questions. Qui était-il? D'où viennent ces araignées? Et bordel. Avant de partir, on a vu une énorme porte qui était littéralement installée sur une falaise. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté de cette porte? Quelqu'un vit-il ici? Je ne sais pas. J'aurais envie de savoir. Tout le monde n'a qu'une seule envie, c'est de repartir, rentrer chez eux et oublier cette histoire. Mais malheureusement, ce petit jeune qui est mort dans la grotte, eh bien, c'était mon gendre. Comment puis-je dire ça à ma fille? Non,
Non, je ne peux pas. Il faut que je sache. Pourquoi est-il mort? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Quoi qu'il y a derrière cette porte. Attention à vous, j'arrive. Même si je dois y aller seul, j'aurai le dernier mot sur cette histoire. J'en fais le serment. Je suis toujours surpris par vous. Beaucoup d'entre vous m'appellent. Enfin, nous appellent. Nous sommes plusieurs dans ce domaine. Beaucoup d'entre vous ont besoin de nous pour vivre une vie à peu près normale. Et pourtant, vous ne croyez même pas en nous. Enfin, du moins, pas ce que nous sommes réellement. Vous nous accordez votre chance, votre bonheur et toutes vos réussites professionnelles ou sociales. Nous appelons ainsi vos anges gardiens qui restent derrière vous et qui surveillent le moindre de vos pas afin de vous aider à avoir une belle et longue vie. Cela est presque vrai d'un sens, à quelques petits détails près. D'abord, pour commencer, nous ne venons pas sur Terre par hasard. Si nous sommes là, c'est que vous nous avez appelés. N'ayez pas mauvaise conscience. La majorité du temps, vous le faites par mégarde. Vous ne savez même pas que vous l'avez fait. Car il est rare qu'on se présente à vous. Vous pouvez donc passer votre vie entière sans vous douter une seule seconde que nous sommes derrière vous. Plusieurs d'entre nous ont parfois beaucoup de travail avec leurs clients. C'est marrant de voir comment vous réagissez. Il y a vraiment deux types d'humains sur Terre. Ceux qui restent modestes, même dans la réussite, ne mettant ça que sur le fruit du hasard, et préférant rester raisonnables. Puis il y a les casse-cous, comme j'aime bien les appeler. Ceux-ci, dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont un peu de chance, ils en profitent et en demandent plus, en exigent plus. Un sportif de haut niveau, qui réussit une cascade à vélo, va subitement se mettre à faire du saut en parachute, ou d'autres activités encore plus dangereuses, ou alors un simple employé de bureau, qui a enfin eu la petite promotion qu'il rêvait depuis des années, mais pour une raison qu'il ignore, il en veut plus, beaucoup plus, et il arrivera à l'avoir. Je ne blâme pas la cupidité de ces gens-là. Après tout, qu'ils en profitent. Nous sommes là pour ça. Mais bon, je pense que j'ai suffisamment tourné autour du pot comme cela. Qui sommes-nous exactement? Eh bien, nous sommes vos démons gardiens. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vos démons gardiens. Et pas vos anges. Les anges. Parlons-en, tiens. Vous pouvez leur demander quelque chose. Vous pouvez leur demander de réussir. Mais ils ne peuvent pas faire de mal à autrui. Vous réussirez dans votre vie professionnelle, à condition que personne ne demande la même chose que vous. Vous imaginez déjà que cela est complètement impossible. Les anges travaillent de moins en moins en ce moment. Et que dire de la guerre? Sur les champs de bataille, quand les hommes prient leurs anges gardiens pour qu'ils viennent les protéger durant une mission. C'est la même chose. Vous imaginez vraiment un ange prendre la vie d'un autre homme afin de protéger celui-ci? Oh que non, ils ne le feront pas. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous mettre dans le même lot que cette bande de feignants hippies qui passent plus de temps à se la couler douce qu'à faire réellement son travail. Nous, les démons gardiens, on n'hésite pas à se salir les mains. Ce collègue vous dérange? Tiens, c'est bizarre. Il a eu un accident de voiture. Cette fille est déjà en couple avec quelqu'un et pourtant vous la désirez? Étrange. Ce fameux quelqu'un a eu un petit accident lui aussi. Quelle drôle de coïncidence. Vous ne trouvez pas? Avouez-le, cela vous est déjà arrivé de demander quelque chose alors que vous savez pertinemment que cela sera aux dépens d'autrui. Eh bien, nous nous chargeons de l'autrui. Et nous nous chargeons très bien de lui. On fait les choses bien. On est des professionnels après tout. On n'hésite absolument pas sur les moyens. Une belle grosse maladie. Accident de voiture. Tout y passe. Maintenant vous allez me demander, mais comment avez-vous fait pour nous invoquer? Rien de bien compliqué, je vous rassure. Ça vous est déjà arrivé de regarder quelqu'un avec de la colère parce qu'il avait réussi à obtenir quelque chose que vous vouliez vraiment? Les faveurs d'une femme, un objet quelconque, ou la richesse? Il suffit simplement de maudire la personne pendant 3 jours d'affilée.
Beaucoup ne nous invoquent jamais, car ils ont du mal à haïr quelqu'un. Ce qui n'a sens n'est pas une mauvaise chose, loin de là. Mais pour tous ceux qui ont la rancœur facile, et surtout très lente, nous sommes là pour vous épauler. Et dans ce monde où la société moderne devient de plus en plus cruelle, de plus en plus dure, où il faut travailler tous les jours afin de monter dans l'échelle sociale, bien souvent au détriment des autres. Croyez-moi que dans ce monde, on ne manque absolument pas de travail. J'ai moi-même terminé une mission il y a peu. Disons que celui que j'ai aidé a connu une fin de vie des plus tragiques. Que voulez-vous? J'ai beau à lui apporter de la chance. Au bout d'un moment, quand on essaie de devenir le chef d'un grand groupe criminel, cela est tout à fait normal de recevoir la visite de quelqu'un d'autre. Car oui, nous les démons gardiens, on ne se mettra jamais en danger afin d'essayer de vous protéger. On peut tuer quelqu'un facilement ou le rendre malade. Mais je vous préviens tout de suite, pas question de se prendre une balle pour vous. Débrouillez-vous tout seul. Maintenant que vous savez comment nous appeler, un petit avertissement avant d'essayer quoi que ce soit. Si l'un d'entre nous reste à votre service pendant plus de 10 ans, sachez qu'une fois que vous serez mort, votre âme sera à nous. Vous n'irez même pas en enfer. Non, elle sera la propriété du démon qui l'a suivi pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'il en fera? Ça sera à son bon plaisir. Un larbin qui le suivra partout. Un délicieux repas. À lui de voir. Alors maintenant que vous connaissez la vérité, êtes-vous prêt à accueillir l'un d'entre nous, à nous invoquer et à recevoir notre protection? Non? Ça ne m'étonne pas. Il est vrai que le prix à payer est très lourd, d'une certaine façon. À vous de choisir. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas un petit détail. Vous avez le droit de ne pas nous invoquer, cela est tout à votre honneur. Mais si un jour, vous contrariez quelqu'un, et qu'il est lui-même propriétaire d'un démon gardien, alors méfiez-vous, car vous risqueriez très rapidement de devenir l'une de nos cibles. On me demande souvent qu'est-ce que je fais dans la vie. Eh bien, je ne suis qu'un simple pêcheur, comme des millions d'autres partout à travers le monde. Je n'ai rien de bien spécial. J'ai un petit bateau qui me permet de gagner ma vie. Je vis tout seul dans une maison aussi modeste que mes revenus. Je ne vis même pas en ermite reculé dans un coin. Non, je suis un bon centre-villiste. Je me demande si cela se dit toujours d'ailleurs. Je suis un peu vieux de la vieille si vous voulez. Je ne suis pas non plus insociable, par rapport à ce qu'on pourrait croire vis-à-vis de ma situation amoureuse. Je n'ai tout simplement pas trouvé la bonne, c'est tout. Je ne suis pas une collection d'articles de pêche en tout genre. Contrairement à ce que beaucoup imaginent de la maison du parfait pêcheur, avec des trophées, des cannes à pêche, des filets, des tableaux de marins, de bateaux, et ce fameux cadre avec les petits nœuds. Avouez-le, on l'a tous déjà vu une fois celui-ci. Eh bien non, rien de tout ça. Je dois avouer que j'ai quand même un petit truc de spécial. Après tout, tout le monde est différent. Sinon, ça ne serait pas drôle. Si on se ressemblerait tous, on s'emmerderait vite, vous ne croyez pas? Comme dit l'expression, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ma seule différence, c'est que je suis un parfait écologiste. Vous allez sûrement me dire, et alors, quel est le problème? Il n'y en a pas spécialement, je vous rassure. Beaucoup de marins, quand ils partent en mer, n'ont vraiment pas la patience de garder leurs ordures, et ils décident simplement de les jeter par-dessus bord. Que ce soit la plus simple des barques, au plus petit des chalutiers, passant par les plus gros supertankers, personne n'échappe à cette règle. Les poubelles, c'est à l'extérieur du bateau, mais pas avec moi. Je prends toujours bien soin de prendre mes ordures avec moi. Et une fois arrivé au port, je fais un rapide tri, afin que la tâche soit comblée. Un geste tout à fait banal, mais ô combien de pêcheurs n'ont jamais respecté. Maintenant, il y a quelque chose de spécial dans ma ville. Vous imaginez bien que nous sommes en grande majorité des pêcheurs dans le coin. Presque tout le monde ici vit de la pêche. À quelques exceptions, bien sûr. Le boulanger et autres petits commerçants. Mais c'est aussi un village qui compte énormément de disparus. Des gens qui disparaissent du jour au lendemain et qu'on ne revoit plus jamais. La plupart du temps, ces gens ne se connaissaient même pas.
Ils n'étaient pas de la même famille, n'avaient pas fréquenté les mêmes écoles, rien du tout. Les seuls points qu'ils avaient en commun, c'était qu'ils étaient des pêcheurs et de très gros pollueurs. Et c'est là que moi j'entre en scène, quand je remarque que quelqu'un a dépassé les limites de ce qui peut être acceptable. Car malheureusement je ne peux pas faire ça sur tout le monde. Vous allez vite comprendre pourquoi. Quand j'ai repéré ma cible, je m'arrange pour trouver un moment dans son emploi du temps, afin de pouvoir l'emmener discrètement. Je l'observe donc comme cela pendant une bonne semaine, à attendre qu'elle fasse un faux pas, parmi toutes ses activités journalières. En général, ce n'est pas très difficile de choper un marin. Il se retrouve obligatoirement seul, au moins une fois dans la journée, mais il n'y réchappera pas. Soit en quittant le port, ou soit en se retrouvant en plein milieu de l'océan. À ce moment, je m'approche d'eux, très discrètement, et j'apparais sous ma réelle forme. Est-ce que vous avez déjà vu ces monstres des anciens films des années 30? Oui, ces fameux monstres des marécages, hommes-poissons ou je ne sais quoi d'autre encore. J'ai toujours été un grand fan de ces films. Ils m'ont toujours fasciné, même si les effets spéciaux aujourd'hui sont beaucoup moins impressionnants qu'à l'époque. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, ces films ne racontent pas tous de la merde, car la plupart de ces monstres existent bel et bien. La preuve, j'en suis un moi-même. Un joli petit monstre, mi-homme, mi-poisson. Mais pas que, bien sûr. En fait, vos films ne l'ont jamais expliqué. Mais nous, les créatures marines, nous pouvons prendre les apparences de plusieurs choses. Vous ne vous êtes jamais posé la question: pourquoi est-ce qu'on arrive à passer la forme poisson à humaine sans le moindre problème? Et pourquoi on ne fait rien d'autre? Bien sûr que si, on peut faire d'autres choses. Je peux facilement me faire passer pour un poulpe, un homard géant, ou n'importe quoi d'autre. J'ai une préférence pour la forme de l'homme-poisson. Mais quand j'attrape mes victimes, je prends plus souvent l'apparence de l'homme calamar, ou alors de l'homme homard. Cela va vous paraître complètement stupide, mais à votre avis, qu'est-ce qui est plus facile pour attraper quelqu'un qui se débat, et surtout pour le maîtriser? Une très grosse paire de pinces, suffisamment solide pour broyer n'importe quel os, ou alors de longs tentacules, qui peuvent s'enrouler sur quelqu'un et le maîtriser, ne lui laissant aucune chance de pouvoir gesticuler. Maintenant que vous avez l'image en tête, vous comprenez pourquoi alors cela est beaucoup plus efficace qu'une banale paire de mains. Revenons à notre histoire. Une fois que j'ai attrapé ces pollueurs, je les emmène simplement chez moi. Je m'arrange pour qu'ils soient assoupis, bien souvent d'une manière violente bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas encore morts. Je les mets tout simplement dans mon énorme sac à poissons, et je m'amuse même à me promener avec, dans le centre-ville de mon village. Je dis bonjour à quasiment tout le monde. Cela m'est même arrivé d'aller saluer la famille de celui que je venais juste de kidnapper, alors que je me promenais encore avec celui-ci dans mon sac. Il n'en avait vraiment aucune idée. Cela a été tellement jouissif. Une fois que ma petite promenade est terminée, je rentre simplement chez moi, puis je l'attache dans ma cave, une salle parfaitement isolée du bruit, où personne ne peut l'entendre. Je suis sûr que vous imaginez déjà que je lui fais des centaines de tortures, aussi ignobles les unes que les autres, lui arrachant les yeux, les viscérant, le démembrant, ou je ne sais quoi encore. Voyons, vous m'avez pris pour quoi? C'est lui le monstre dans l'histoire, pas moi. Non, non, je vais en faire quelque chose de très utile. Une fois par jour, je descendrai à la cave. Une fois par jour, je prendrai l'un de ses membres. Je prendrai mon apparence d'homme-poisson. Je mettrai la partie de son corps dans ma bouche. Puis je croquerai de toutes mes forces, lui arrachant net. De cette façon, je fais des réserves de nourriture. Et ma viande reste de première fraîcheur, étant donné qu'elle n'est pas encore morte. C'est à ce moment que cette personne a de la chance. Soit il n'a pas été un gros pollueur, et qu'en fait j'avais juste très faim. En général, j'essaye de les manger très rapidement. 3 ou 4 jours suffit, avant de mettre fin à leur souffrance. Mais si je m'aperçois qu'ils étaient la pire pourriture qu'on ne peut imaginer, alors là, croyez-moi, que je prendrai mon temps. J'aime savourer la viande. J'aime sentir les os craquer sous mes dents. Et j'aime surtout les entendre hurler, me suppliant d'arrêter, que plus jamais de leur vie ils ne recommenceront. Ça là-dessus, il marque à point. Plus jamais de toute sa vie il ne recommencera. Je vais malheureusement devoir vous laisser. J'ai encore la pire des pourritures dans ma cave. Et je vois qu'il est déjà midi. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure d'aller manger.
Quelle ironie dans cette situation. Moi qui ai tout fait pour qu'il n'ait personne dans cette maison. M'y voilà maintenant coincé. Je pense que je le mérite de toute façon. Après tout ce que j'ai fait, c'est peut-être pas plus mal. Ça fait des heures que je suis là, à me remettre en question. Tout ce qu'il me reste, c'est mon téléphone, sur lequel j'enregistre ce petit message audio. Est-ce que ça servira vraiment? Ça m'étonnerait, vu la réputation que j'ai fait sur cette maison. Personne n'osera y venir. Ou alors, dans très très longtemps, quand toutes ces histoires seront finies, et en espérant qu'Internet ne fasse pas trop courir le bruit. J'ai l'air tellement serein. Est-ce de la folie? Ou est-ce que j'accepte la situation? Je vais vous raconter depuis le début. Après, libre à vous de me juger. Je suis un agent immobilier. Mon nom, il n'a plus aucune importance. Comme je vous l'ai dit, je ne suis même pas sûr que ce téléphone soit retrouvé un jour, ou alors dans plusieurs décennies. Mon agence immobilière, une petite boîte que j'ai fondée moi-même, et qui porte mon nom, aura très certainement fait faillite. Alors pas la peine d'en rajouter. Sachez juste que j'étais spécialisé dans les maisons luxueuses. Attention, je ne parle pas des quelques maisons qui dépassent une valeur de 500 000. Non, je parle de vrai luxe. Manoirs, petits châteaux, résidences au bord de mer, des pures merveilles. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de pratiquer très longtemps. À peine 6 mois. En 6 mois, j'ai réussi des sommets. Et je me suis littéralement cassé la figure. Comme dit l'expression, plus haut sera la chute. Quel est le secret, me direz-vous? C'est simple. Toutes ces maisons luxueuses, surtout les manoirs, ont comme point commun, pour la majorité d'entre elles, d'être habitées par des personnes âgées. Des gens qui ont perdu des proches, parfois dans cette même maison, et qui se sentent terriblement seuls, qui ne veulent plus rester seuls. Vous vous demandez sûrement, est-ce que c'est là le secret? Pousser des vieillards à partir en maison de retraite? Non, il n'y a pas que ça. Ça joue, bien sûr, mais vous imaginez bien que beaucoup ne veulent pas quitter leur chez eux. Ils utilisent souvent cette même excuse. Je suis né ici, je mourrai ici. Et souvent je me dis à ce moment, ce que tu fais de ta vie dans cette maison ne me regarde absolument pas. Du moment que tu ne me dis pas où tu as fait toutes tes cochonneries, ça me va. Enfin bref, ma petite astuce pour essayer de les faire partir, très souvent de force, n'est pas d'engager des gros bras ou envoyer des quelconques lettres de menace. Non, je fais passer la maison pour hanter. Pour cela, rien de plus simple. Je me rends d'abord chez les propriétaires, afin de faire un rapide tour de la maison. Très souvent, ils me disent qu'ils ne sont pas intéressés et qu'ils ne veulent absolument pas vendre. Alors à ce moment, je commence à les mettre un peu en confiance. Le coup classique, on discute de leur passé, celle de la maison. Comment ont-ils vécu ici? Étaient-ils mariés? Avaient-ils des enfants? Une fois que j'ai quelques petites infos, comme par exemple, qui est probablement mort dans ces lieux? Un ex-mari, un ami, ou un ancêtre encore plus vieux. J'insiste pour faire le tour de la maison, comme je vous l'ai dit plus tôt. Bien souvent, ils ne veulent pas, mais j'aime bien leur dire que c'est juste pour faire une estimation. Après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça arrivait même 3 fois sur 10. Qu'après ce rapide tour, et le joli prix que je leur proposais, ils changent littéralement d'avis. Et je n'avais pas à faire de magouille. Mais quand ils sont un petit peu insistants, je m'arrange pour me retrouver dans une pièce seule. Souvent le grenier, les toilettes. Ce n'est pas très difficile. Au moment de visiter ceci, vous n'avez qu'à juste leur dire « Excusez-moi, est-ce que je peux les emprunter? J'ai une envie pressante. » Tout le monde est humain. Ils vous répondront « Oui, c'est obligé. » À ce moment, j'utilise mon deuxième téléphone, que je ne leur avais pas montré depuis le début. Je règle la messagerie sur la voix d'un homme ou d'une femme, ou même d'un enfant. Tout dépend de ce que les gens m'ont dit précédemment. Puis j'essaye de le cacher. Une petite grille de ventilation, un faux plafond, derrière un meuble. Les occasions sont multiples. Puis je termine rapidement la visite comme si de rien n'était. Et je repars sans trop insister. 2 ou 3 jours plus tard, alors qu'ils m'ont totalement oublié, je commence à appeler ce deuxième téléphone. Et je vous laisse deviner la sonnerie. Il s'agit d'une voix qui rit d'une façon malsaine. Horrifique même. J'ai installé plusieurs sonneries, afin d'avoir des sons différents par rapport à la personne qui appelle. Avouez-le, on l'a tous déjà fait. À la différence que le deuxième appel est très souvent des hurlements. Des hurlements de douleur ou de terreur. Je répète cette opération pendant des nuits et des nuits, empêchant les propriétaires de dormir et les rendant complètement fous. Puis 2 semaines plus tard, j'y retourne. Je peux vous garantir qu'à ce moment, ils n'ont plus du tout la même tête. Les visages souriants et accueillants qui m'ont reçu la dernière fois
ont complètement disparu, pour laisser place à des mines fatiguées et terrorisées, ne sachant pas ce qui leur arrive. Pour ma part, pour ne pas faire trop suspicieux, je prétexte simplement un oubli, un tampon ou des cartes de visite, que j'aurais perdu il y a quelque temps, et que je viendrais savoir si ils ne les auraient pas vus par hasard. Ils me répondent machinalement non. Puis juste avant de partir, je leur sors ma phrase réplique. Pendant que j'y suis, avez-vous changé d'avis? Et là, croyez-moi, ils ont réellement changé d'avis. Mais malheureusement, mes magouilles ont pris fin ce matin. C'est la dernière maison que je viens d'acheter. J'avais des vues dessus depuis très très longtemps. Ça fait même un mois que je fais tourner les gens bourriques, avec ces sonneries de téléphone. Pour vous dire, j'avais pratiquement peur que le téléphone de secours tombe à court de batterie et que je ne puisse même pas le récupérer. Mais ils ont finalement craqué, même si ils avaient l'air beaucoup moins fatigués et beaucoup moins terrorisés que les autres. Comme d'habitude, la vente s'est faite très rapidement, à la petite différence que cette fois-ci. Avant de partir, faites attention à vous, la maison est hantée. Ou alors les pauvres regards tristes qu'ils me lançaient à chaque fois, pensant qu'ils venaient de me vendre le lieu le plus damné du monde. Cette personne, une vieille dame, avait sur son visage un sourire narquois, presque satisfaite. Je savais très bien pourquoi elle souriait comme ça. Je ne suis pas le dernier des abrutis. Je me suis juste dit que celle-ci était une grande sadique, et qu'elle devait sûrement apprécier l'idée de me faire souffrir. Moi, en revanche, la seule chose que je me disais, c'était « Dommage pour toi, ma vieille. Mais ton fantôme, c'est moi. » La maison était immense. Et le lendemain même, je me suis dépêché d'y aller, afin d'essayer de mettre un coup de ménage rapide. Même si, vu tout le travail qu'il y avait, je n'allais sûrement pas faire ça tout seul. Je voulais juste rapidement jeter un petit coup d'œil, afin de voir combien cela allait me coûter, en ménage et en rénovation. Car je peux vous garantir que cette maison tombait littéralement en ruine. Elle était toujours vivable, bien sûr, mais je me demande comment cette vieille dame n'a pas fait pour se casser une guibole. Je suis volontairement resté 3 heures dans cette maison. Pourquoi volontairement? Vous allez comprendre. Durant ces 3 heures, j'ai entendu des murmures, des petites voix, me saluant, me demandant qui j'étais, et qu'est-ce que je faisais là. La dernière fois que je les ai entendus, petites voix sympathiques, comme je les surnomme, ils m'ont chuchoté « Tu devrais partir, tu ne dois pas être là ». Mais malheureusement, je ne les ai pas écoutés. J'ai juste mis cela sur le dos de l'excitation. Après tout, ça faisait un mois que je tourne autour de cette maison. Puis les réels problèmes ont commencé. J'ai commencé à entendre ces fameux hurlements et des rires provenir de l'étage. Alors que j'étais moi-même au rez-de-chaussée. Machinalement, je suis monté afin d'aller récupérer mon téléphone, car je pensais dur comme fer à ce moment, que c'était lui que j'avais encore oublié, et que quelqu'un avait dû simplement m'appeler. Mais une fois en arrivant dans la salle de bain, je vous laisse deviner, il n'y était pas. J'ai tâté mes poches, et effectivement, je l'avais sur moi depuis le début. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Puis tout s'est enchaîné très vite. La silhouette d'une femme est rapidement apparue dans le miroir de la salle de bain, me hurlant que je devais partir. Je n'avais rien à faire ici. J'ai même failli faire une crise cardiaque à ce moment. Bien sûr que je voulais partir, mais essayer de bouger dans cette situation. J'étais comme paralysé sur place, comme si on vous avait enfoncé un énorme poignard dans le cœur, et que vous essayiez en vain de l'enlever. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai doucement essayé de descendre les escaliers, afin de rejoindre la sortie. Mais à peine eus-je le temps de faire quelques pas, que quelque chose me poussa, et me fit les descendre en tombant. Je pense que j'ai dû me fouler une côte, ou quelque chose dans le genre. Ça aurait pu être pire, je me suis dit. Je n'avais vraiment pas le temps de rester là et d'essayer de faire quoi que ce soit. De toute façon, on ne peut rien faire sur une côte fêlée. Encore pris dans mon adrénaline, je me suis lentement levé pour essayer de courir jusqu'à la porte d'entrée. Celle-ci était d'ailleurs grande ouverte. Elle ne s'est pas refermée devant moi, comme dans tous les films d'horreur, mais quelque chose que je ne voyais pas m'a violemment bousculé sur la droite, et j'ai été projeté dans une autre pièce. Une pièce que je n'avais même pas visitée, car, pour être honnête, je n'avais même pas porté attention. Durant la visite, la vieille dame m'avait dit de ne pas faire attention à cette salle, qu'il ne s'agissait que d'un vieux cellier, qu'elle n'utilisait même plus. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai rapidement remarqué que oui, j'étais dans une espèce de petite pièce noire, sans fenêtre. Je n'ai même pas eu le temps de me relever. Cette fois-ci, la porte s'est fermée devant moi, ce qui me plongea dans les ténèbres. J'ai pris mon téléphone et rapidement éclairé mon environnement, afin de voir ce qui m'attendait. Même si très franchement, je n'avais vraiment pas envie de le faire. C'était un véritable cimetière des horreurs. Un cellier, oui. Il y avait des bocaux sur les étagères, et chacun d'entre eux contenait quelque chose,
qui avait dû être vivant auparavant. On avait de tout. Des tout petits bocaux contenant des animaux, à des plus gros, de 10 ou 20 litres, qui contenaient plusieurs enfants, et sûrement même des fœtus, qui avaient probablement été avortés puis tués, peu de temps avant leur naissance. La vieille dame m'avait bien dit qu'elle n'avait jamais eu de descendants. Jamais eu de descendants, mon cul, oui. Elle en avait eu. Elle devait juste en avoir trop honte, ou je ne sais encore quelle raison. Mais ils étaient tous là. Une bonne dizaine. Une bonne dizaine d'enfants dont la vie avait été arrachée beaucoup trop tôt. Il y avait aussi plusieurs membres humains, des adultes pour la majorité, et aussi quelques parties de corps d'enfants, qui devaient avoir sûrement 7 ou 8 ans. Ce qui explique les nombreuses voix que j'ai entendues, probablement hantées par toutes ces âmes, qui n'ont jamais connu le repos. Et maintenant me voilà coincé avec eux. J'ai essayé à plusieurs reprises d'ouvrir cette porte. J'ai bourriné dessus, j'ai essayé de l'enfoncer. J'ai hurlé quand on vient de me sauver. Et bien sûr, j'ai appelé à l'aide avec mon téléphone. Mais il n'y a aucun réseau dans cette vieille maison. Même les appels d'urgence ne fonctionnent pas. Bordel, c'est bien ma veine. Me retrouver ici. Ah, enfin. Cela fait plusieurs heures maintenant que je suis là. J'ai appris à l'accepter. Je prends sur moi. Comment me diriez-vous? N'importe qui dans cette situation hurlerait, essaierait de défoncer les murs, exploserait sûrement les bocaux par terre, même si cela est vraiment dégueulasse. Non, j'ai trouvé une petite occupation. Disons simplement que plusieurs esprits qui vivent dans cette maison ne sont pas tous mauvais. J'ai même revu la femme dans le miroir. Elle est passée quelques minutes et elle m'a raconté son histoire. Comment autrefois elle travaillait ici comme simple femme de ménage. Puis les enfants sont venus à leur tour. Les uns après les autres, ils m'ont raconté leur passé. Certains étaient là depuis les années 40, me parlant d'une période que je n'ai vraiment pas connue. D'autres encore sont là depuis les années 80 et 90. Nous avons donc échangé quelques vieux souvenirs, étant donné qu'eux, ils se souviennent de tout. À leurs yeux, ils ne sont morts que quelques heures. Puis il y a eu cet homme, un vieillard, qui était le mari de l'ancienne propriétaire. Il m'a raconté son passé, toute son histoire tragique. Lui et sa femme qui essayaient désespérément d'avoir des enfants, mais qui n'avaient jamais le droit d'entrer ici, sous prétexte que cette pièce était le jardin secret de sa femme, et qu'il respectait cette intimité. Mais le jour qu'il l'a découvert, elle s'est mise en colère, car il avait compris que tous ses efforts de vouloir fonder une famille, c'était elle qui lui détruisait au fur et à mesure. Pris dans sa colère, cette femme tua son ex-mari. Il est actuellement sous mes pieds. Elle a détruit la chape de béton, puis elle a mis son corps en dessous, afin d'en fabriquer une nouvelle. Lui, elle ne voulait plus le revoir. Hors de question de le mettre dans un bocal, pour qu'il décore les étagères avec les autres. Il est encore là, avec moi, juste devant moi même. Nous échangeons encore quelques anecdotes du passé. Je lui raconte les mauvaises choses que j'ai fait. Mais lui, il a la bonté de ne pas me juger. Il comprend mes choix et mes actions. Car comme il le dit, le monde où nous vivons maintenant est devenu complètement fou. Et si on n'essaye pas de se démarquer un petit peu, il finira par nous détruire. Même si pour moi, il s'arrête là. J'ai beau essayer de lui demander « Qui m'a enfermé? Pourquoi suis-je ici? Laissez-moi partir. » Malheureusement, ce n'est pas lui qui commande. Il y a quelqu'un d'autre. Le premier époux de cette femme. Apparemment, il était beaucoup plus monstrueux qu'elle. Et sa méchanceté envers l'humanité tout entière lui en a fait avoir une crise cardiaque à cause du surnombre de montées d'adrénaline qu'il ressentait à chaque fois qu'il tuait quelqu'un. Cet esprit beaucoup trop puissant, car étant le plus vieux ici, me bloque la porte et m'empêche de partir. Alors tant pis, si c'est comme ça que je dois finir. Au moins j'aurai le mérite de finir ma vie avec des gens merveilleux. Alors que moi je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été la pire des crapules, et même durant la fin. J'ai acquis cette maison d'une façon malhonnête. Et pourtant, ces gens sont là, et ils ne me jugent pas. Maintenant, je n'ai qu'une seule chose en tête. J'ai hâte de les rejoindre dans cette grande maison. Car après tout, quoi de mieux pour passer l'éternité qu'une deuxième famille complètement formidable. J'ai cru pouvoir. J'étais certain que j'y arriverais. Mais personne ne le peut. Personne ne peut arrêter cette chose. Me voilà donc chez moi, isolé de tout, et condamné à cette mort certaine. Ma condamnation a commencé il y a peu. Voyez-vous, je suis éleveur. Rien de bien spécial, me direz-vous. À la différence des autres,
Je suis un petit peu exotique dans mon genre. J'élève des lamas, et bien sûr pas n'importe où. Ces animaux adorent les milieux montagneux. Cette petite ferme a donc été bâtie ici, par mon arrière-grand-père, en plein milieu des Alpes, un endroit tranquille et reposé, où autrefois nous vivions simplement. La laine et le lait des lamas suffisaient amplement, afin de payer les quelques factures. Enfin du moins, ça c'était l'époque de mon arrière-grand-père bien sûr. Moi, pour survivre dans ce monde qui change chaque jour, j'ai dû me lancer dans le tourisme. Et je dois dire que dans ce domaine, il y avait déjà de quoi bien faire. Les gens qui voulaient visiter les Alpes passaient obligatoirement devant chez moi. Et très souvent ils louaient un lama pour la journée, afin qu'ils puissent porter leurs affaires, et qu'ils se plongent à fond dans l'immersion de la montagne. Enfin du moins, ça c'est sur le papier bien sûr, car les lamas ne vivent pas en France. Mais chut, faut pas ruiner mon commerce non plus. Enfin, mon commerce, de ce qu'il en reste du moins. Car comme je vous l'ai dit, il y a quelque temps, j'ai commencé à tout perdre. Cela s'est fait petit à petit. J'ai d'abord commencé par perdre une bête. L'un de mes animaux s'était enfui. Je mettais la faute soit sur une barrière cassée, car effectivement, il y avait un trou dans celle-ci, et l'animal aurait pu facilement s'enfuir. J'ai même pensé à un touriste un peu alcoolisé, qui, pour une raison qui ne regarde que lui, aurait voulu prendre un petit souvenir, avant de rentrer chez lui. Mais j'étais très loin de m'imaginer ce qu'il se passait en réalité. J'ai donc commencé à réparer cette barrière, puis je me suis mis à la recherche de cet animal perdu. J'ai dû passer 3 jours à le chercher partout. Mais rien. J'en avais donc convenu qu'on me l'avait simplement volé, et que cela expliquait le manque de traces, ou de restes, qu'il y aurait pu avoir. Surtout que depuis un moment, plusieurs groupes d'écologistes ont relâché des ours dans mon coin. J'ai souvent eu peur que l'un d'entre eux s'attaque à ma ferme. Jusqu'à là, il ne s'était jamais rien passé de grave. Mais le lendemain, j'ai décidé d'acheter des caméras de sécurité. Jusqu'en cas où cet accident venait à se reproduire. Et cela arriva le soir même. Avant même que je n'achète les caméras, un autre de mes animaux disparut. De la même façon, un trou dans la barrière, puis plus aucune trace. Agacé de cette situation, j'ai installé des caméras quasiment partout. Il n'y avait aucun angle mort dans ma ferme. Rien ne pouvait m'échapper. Le soir même, après les avoir installées et fait quelques petites réparations, j'ai décidé d'aller me coucher de bonne heure, en espérant peut-être que celui qui avait fait ça repasserait encore une fois. Tant pis, même si je dois perdre un autre animal, au moins je connaîtrai le coupable. À ce moment, il ne me restait plus beaucoup d'animaux. Et j'ai eu beaucoup de morts l'année dernière, je vous rassure, de causes naturelles. Mais les naissances n'ont pas suivi, d'où ma reconversion dans le domaine touristique. J'avais l'intention d'acheter des nouvelles bêtes, à un éleveur situé à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, mais qui m'aurait sûrement bien dépanné. Sur le coup, j'avais plutôt l'impression que j'allais devoir acheter tout le ranch à ce rythme. Et je n'étais vraiment pas loin de la vérité. La nuit passa très rapidement, et à ma grande surprise, il n'y avait absolument rien. Aucune bête n'avait été volée, et rien n'avait été cassé. Il s'était passé 3 jours entre les 2 premiers vols. J'en ai donc convenu que, quoi qu'il s'agissait, il repasserait sûrement après-demain. J'ai donc passé 2 jours à essayer de tout renforcer, fabriquant une barrière plus résistante, avec plusieurs armatures en acier, des verrous plus gros, et une bien meilleure porte sur le dortoir des lamas. Mais le jour venu, cela ne servit à rien du tout. Au contraire même, ceux qui venaient voler mes animaux a remarqué ces petites améliorations, et il s'est littéralement déchaîné dessus. J'ai été réveillé par ces hurlements à 2 heures du matin. J'ai été tellement surpris. Je croyais que je rêvais encore, tellement que cela était improbable. Des hurlements rauques, rien à voir avec le cri d'un être humain. D'ailleurs, personne ne crierait comme ça. Même si on est extrêmement en colère, personne ne se donnerait la peine d'imiter un animal à ce point. Pour une raison qui m'échappe. Probablement l'instinct de survie, me direz-vous. Je n'ai pas osé sortir. Bien sûr, j'étais armé, et je m'étais déjà préparé à essayer de faire face à une bande de jeunes qui voulaient sûrement faire les gros durs en volant mes animaux. Mais quelque chose me disait au fond de moi que je devais d'abord regarder les caméras de sécurité, avant de me lancer dans l'inconnu. Et c'est là que j'ai découvert l'horreur. J'y ai juste vu une silhouette blanche. Elle rampait sur le sol tel un chien, et avançait tout doucement, en restant à l'affût de sa prochaine proie. Cette créature semblait être immense, mais en même temps, cela était difficile à dire, étant donné sa posture très particulière. Une fois tous les obstacles sur son chemin détruits, elle est rentrée dans l'enclos des lamas, et en a attrapé un par le cou, afin de partir avec, alors que celui-ci essayait de livrer une petite résistance. Cette créature, quoi qu'elle soit,
était visiblement beaucoup trop fort pour lui. Je les ai vus partir, disparaître dans la nuit, sans essayer quoi que ce soit. J'étais terrorisé, pétrifié. Je ne pouvais rien faire du tout. À ce moment, j'ai vu mon meilleur lama se faire emporter. J'étais complètement écœuré. Écœuré de moi-même, bien sûr. J'aurais dû intervenir, mais surtout écœuré de cette créature qui avait embarqué mes animaux, comme s'ils n'étaient rien, comme s'ils n'étaient que de la nourriture, ou un banal paquet de pâtes qu'on achèterait au supermarché, avec une facilité déconcertante, et je n'osais même pas imaginer ce qu'il pouvait faire sur moi. Vous avez déjà essayé de pousser un lama qui refuse d'avancer? Eh bien, croyez-moi que lorsqu'il refuse de bouger, ça sera très difficile pour vous de lui faire changer d'avis. Les jours ont continué comme cela, avec cette même macabre routine. Tous les 3 jours, cette créature venait chez moi et embarquait l'un de mes animaux. Bien sûr, j'ai tenté de les protéger. Je me suis muni de tous les pièges possibles. Pièges à ours, à loup. J'ai même essayé plusieurs répulsifs, avec des produits classiques, tels du poivre, de la lavande, du vinaigre blanc. Mais jamais rien n'y faisait. Cette créature en avait littéralement rien à faire. Après avoir fait quelques recherches sur Internet, beaucoup de personnes l'appellent le REC. Enfin du moins, c'est ce qui ressemble le plus à la description que j'ai donnée. Puis est arrivé le jour où j'ai enfin cru que tout allait prendre fin. Le soir où le REC a embarqué mon dernier animal, me laissant sans rien, plus aucune source de revenus, plus rien du tout. J'étais triste, en colère, et en même temps joyeux d'une certaine façon. Certes, j'avais tout perdu, mais au moins je me disais que ça y est, il était parti, et que plus jamais il ne reviendrait, qu'il allait enfin me laisser tranquille. Mais malheureusement, je me trompais. Il restait quelque chose dans cette ferme, quelque chose qu'il voulait sûrement plus que tout, car il a décidé d'aller le chercher en dernier, comme ce délicieux dessert que vous avez décidé de manger en dernier, afin de couronner votre repas. Il y a donc quelques minutes de cela, j'ai entendu les mêmes hurlements que ceux que j'entendais depuis plusieurs jours. Comprenant rapidement ce qu'il se passait, j'ai regardé les caméras, afin de voir où il était, et qu'est-ce qu'il me voulait. Quand je l'ai vu se diriger près de ma maison, j'ai bien failli avoir une crise cardiaque à ce moment. J'étais complètement paralysé par la peur. Qu'est-ce que je devais faire? J'habite dans une petite maison à un étage, et ma chambre se trouve dans celui-ci. Je pouvais descendre en bas, et essayer de barricader la porte. Mais vu comment le REC était déjà bien avancé, j'aurais eu à peine le temps de descendre les escaliers, qu'il aurait très certainement défoncé ma porte d'entrée d'une grande facilité. J'ai donc décidé de me barricader dans ma chambre, mon fusil en main, prêt à faire feu sur tout ce qui passerait la tête. Je l'ai d'abord entendu frapper sur ma porte d'entrée, puis la détruire en seulement quelques coups, comme je l'avais prévu. Il a ensuite fait plusieurs tours dans ma maison, sûrement par curiosité, car il a toujours trouvé mes lamas avec une grande facilité. Même en pleine nuit, je pense qu'il doit avoir un très bon odorat. Je pense qu'il savait déjà que j'étais à l'étage. Ce monstre est beaucoup plus complexe que l'on ne peut l'imaginer. Enfin, je pense. J'ai donc profité de ces quelques instants de répit, afin d'envoyer un SMS à la police, afin qu'ils puissent venir m'aider. J'étais peut-être extrêmement paniqué, mais je me félicite quand même d'avoir eu la décence d'esprit, de leur avoir écrit en justifiant un cambriolage, plutôt qu'une véritable attaque de monstre. J'en suis sûr qu'ils ne m'auraient pas cru. Puis je l'ai entendu lentement monter les escaliers, afin d'atteindre la porte de ma chambre. Puis frapper dessus. Mais j'étais très surpris de constater qu'il ne frappait pas dessus avec énormément de force. Je me suis dit, il est fatigué, qu'est-ce qui se passe? J'aurais pu commencer à essayer de lui tirer dessus. Mais si j'aurais détruit ma dernière ligne de protection, cela m'aurait littéralement exposé à lui. Et il aurait pu m'attraper sans la moindre difficulté, étant donné qu'il aurait fallu que je recharge. Il est resté comme cela plusieurs minutes, à mettre des petits coups sur la porte, sûrement pour la tester, je ne sais pas. Puis je l'ai entendu redescendre les escaliers, et depuis je ne l'ai pas revu. J'ai regardé sur les caméras de sécurité, mais plus aucune trace de lui. Il s'était comme envolé. Enfin du moins c'est ce que j'espérais. Au moment que j'enregistre cela, je ne l'ai toujours pas revu. J'attends tranquillement dans ma chambre que la police arrive. Bon, je pense qu'il ne devrait plus tarder. Enfin du moins j'espère. Car voyez-vous, j'ai à moitié peur que... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Où est-ce qu'il est comme ça? Il est dehors. Il essaye d'entrer par la fenêtre.
Je vois les morts. Oui, ça peut paraître complètement idiot dit comme ça. Ou alors on dirait simplement que je me suis trompé de réplique d'un film. Mais pourtant, je ne les vois pas directement, non. J'ai en ma possession une petite paire de lunettes. Elles ont l'air tout à fait banales. À vrai dire, c'est pour ça que je les ai prises. Cela s'est passé il y a quelques jours sur un vide-grenier, sans trop chercher quelque chose de spécial. Simplement par curiosité. Puis je me suis arrêté sur une paire de lunettes. Ce n'était même pas une paire de lunettes de soleil, juste une paire de lunettes de vue. Bien sûr, personne ne voulait les prendre, car vous savez très bien ce qu'il se passe quand on utilise des verres qui ne sont pas réglés pour ses yeux. Cela peut être très dangereux, mais j'ai toujours été très curieux. J'ai donc rapidement demandé au vendeur si je pouvais les essayer, afin de voir s'ils étaient adaptés à ma vue. Mes lunettes étaient très fragiles à ce moment, et malheureusement mon opticien était fermé, parti en vacances, par le plus grand de tous les hasards. De toute façon, je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. La preuve, je suis tombé sur ces paires. Le seul jour où j'ai cru avoir de la chance, c'est quand j'ai remarqué que cette paire était pile poil adaptée à ma vue. Je me suis simplement dit que c'était le hasard, et que cette paire n'attendait que moi. Le vendeur m'a fait un prix quasiment cadeau pour cette paire de lunettes. Il n'en voulait vraiment plus. De toute façon, elles n'étaient pas adaptées à sa vue. Elles appartenaient autrefois à son grand-père, et cela lui faisait beaucoup trop mal au cœur de garder quelque chose venant de sa part. La première fois que je les ai portées, je n'avais pas remarqué le nombre de personnes supplémentaires qui avaient apparu derrière le vendeur et tout autour de nous. Il faut dire que je ne faisais pas attention à la foule. Alors une personne de plus ou de moins ici et là, comment j'aurais pu le remarquer? Ce n'est que sur le chemin du retour que j'ai commencé à constater qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ces lunettes. Quand je les utilisais, je voyais des gens un petit peu sortis de nulle part, qui apparaissaient et marchaient dans la rue. Ce que je veux dire par là, pas qu'ils étaient là pendant une seconde et que directement après ils disparaissaient, même si cela était le cas quand je retirais les lunettes, mais je les retirais très peu, car je peux vous certifier que ma vue est très mauvaise. Et j'ai gardé cette habitude de toujours les garder sur moi, et surtout de les laver vraiment en cas d'urgence. Oui, croyez-moi, j'ai vraiment une très très mauvaise vue. Mais ce que je veux dire par sorti de nulle part, je voyais des gens vêtus d'une tenue très différente de tous ceux qui nous entouraient. Certains étaient vêtus comme nous, mais beaucoup d'autres étaient vêtus des années 50, 30, ou voire même de tenues si vieilles, que je ne pouvais même pas leur donner un âge précis. J'en ai déjà vu un petit groupe se promener en armure. Oui, oui, en armure de chevalier. Ils étaient là, bien groupés, à avancer en ligne droite, ne faisant pas attention à tous ceux qui étaient autour d'eux, comme s'ils étaient en patrouille, ou s'ils montaient la garde sur quelque chose. Plus le temps passait, plus je commençais à comprendre que non, ce n'étaient pas des gens bizarres qui m'entouraient, mais c'était bien ces lunettes, qui me faisaient voir quelque chose qui ne devait plus être là. J'en ai donc convenu que oui, je voyais les morts. J'ai plusieurs fois été tenté d'interagir avec eux. Je dois dire que jusqu'à là j'ai toujours eu de la chance. Le peu qui ont bien voulu communiquer avec moi, ou alors qui comprenaient ce que je disais, m'a fait rapidement comprendre que je ne devais pas leur parler, que je ne devais même pas essayer d'interagir avec eux. Pourquoi, je ne sais pas. Les morts ne sont pas très bavards, je ne les entends jamais communiquer. La grande majorité du temps, quand je me promène ici et là, j'utilise toujours ces lunettes pour voir qu'est-ce qu'ils font. Comme je vous l'ai dit, je suis très curieux. Et voir ces gens du passé refaire les mêmes activités qu'avant me donne comme un côté de nostalgie, mais une nostalgie que je n'aurais pas connue. C'est difficile à expliquer. Disons que j'étais devenu comme un historien qui serait tombé dans un véritable magasin de bonbons. Des fois, je pouvais passer des heures à les regarder. Des heures à regarder ces soldats qui continuent à faire leur ronde. D'ailleurs, j'ai découvert sur Internet que non loin de chez moi, là où ce groupe de soldats patrouille, il y avait autrefois un donjon, mais qui a été détruit durant la guerre de 100 ans, et qui, par faute de moyens, n'avait jamais été reconstruit. J'imagine que ce bataillon de soldats est tout simplement mort durant la guerre, et qu'ils n'ont jamais cessé leur activité. Parfois, je regarde dans des vieilles boulangeries, et j'y vois les anciens boulangers, travailler encore mais dans les fours modernes, en répétant les vieux gestes, qui ne seraient pas du tout adaptés pour ce modèle. Cela m'est déjà arrivé de voir 3 générations de fantômes répéter les mêmes gestes, ensemble, mais sans communiquer entre eux. Comme je vous l'ai dit, ils ne sont vraiment pas bavards. Ils ne font que faire la même chose, comme s'ils ne connaissaient que cela. Des anecdotes comme ça, je pourrais vous en compter des centaines. Des artisans, des maçons, des infirmiers, des docteurs, pratiquement tous les bâtiments publics du monde
Tous les centres-villes, toutes les places publiques, tout sur Terre, dispose de son petit groupe de fantômes, qui répètent inlassablement les mêmes choses. Mais malheureusement, durant l'un de mes voyages, j'aurais dû me renseigner. J'étais à Londres pendant mes vacances. Une très belle ville chargée d'histoire. J'en ai donc profité pour pratiquer mon activité préférée et voir comment vivaient les gens d'avant. Cette ville est peut-être magnifique, mais croyez-moi que lorsque vous entrez dans les anciens quartiers, vous y voyez quelque chose d'horrible. Le grand incendie de 1666, qui avait détruit une grande partie de la ville et qui avait donné la mort à énormément de gens. J'ai vu ces fantômes courir et hurler partout, comme s'ils brûlaient encore, des centaines d'années plus tard. Je n'ai pas pu supporter cette vision très longtemps. Je suis donc rapidement parti, laissant ces pauvres âmes dans leur tourment éternel. Pourquoi ce n'était que maintenant que je voyais des gens qui avaient connu une mort tragique, enfin du moins, vivre encore cette mort tragique, car les soldats près de chez moi, ils n'étaient pas en lambeaux, ils ne souffraient pas, eux. Est-ce que la mort avait été trop violente? Est-ce qu'ils n'avaient jamais trouvé le repos éternel? Je l'ignore. Malheureusement, ces lunettes n'étaient pas fournies avec un mode d'emploi. Mais juste avant de rentrer chez moi, j'ai fait une horrible découverte. Enfin du moins, une horrible rencontre. J'ai vu un grand homme se promener dans les rues de Londres. Il s'est lentement approché d'une femme qui était vêtue comme une fille de joie de l'époque. Et très rapidement, il l'a éventrée sur place. J'ai très rapidement compris de qui il s'agissait. L'un des plus grands mystères de l'humanité. Qui était ce fameux Jack? J'avais la réponse sous les yeux. Et malheureusement, ma nature trop curieuse m'a fait faire une énorme connerie. Je l'ai trop longtemps regardé. Et visiblement, il l'a remarqué. J'ai directement détourné le regard, mais cet homme devait être extrêmement malin. Car il a continué à me suivre. Il allait pratiquement partout. Mais j'ai réussi à le semer après plusieurs longues heures de marche. Parfois je trottinais légèrement, car je ne voulais pas non plus passer pour un fou devant tout le monde. Mais il fallait à tout prix qu'il me lâche avant que je rentre chez moi. C'est ce que j'avais cru avoir fait sur le coup. Mais là actuellement je suis dans mon salon. Il y a quelques minutes j'ai regardé par la fenêtre, afin de regarder les quelques fantômes qui rentrent de leur travail, comme à leur habitude. Et c'est là que je l'ai vu. Il était là devant chez moi, à me sourire et à me saluer de la main, me faisant comprendre qu'il n'allait plus tarder à rentrer, et que cette fois-ci, il ne partirait pas seul. Je laisse donc ce petit message écrit derrière moi, et je pose les lunettes dessus. Si un jour vous les trouvez, je vous en supplie, ne les mettez pas, détruisez-les, brûlez-les, faites-en ce que vous voulez. Mais par pitié, ne les utilisez pas. Je n'arrive pas à y croire. J'ai passé tellement de temps dedans. Ça a été si long, si monstrueux, si indescriptible. J'y ai connu l'horreur, la peur, et pourtant je suis bien là aujourd'hui afin de vous le raconter. C'est tellement incroyable d'en être sorti. Je ne trouve pas mes mots. Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'étais tranquillement à mon travail. Je suis informaticien dans une très grande entreprise, dont je tairai le nom car on s'en fiche littéralement. J'étais simplement descendu pour aller chercher un dossier, et tout s'est enclenché très vite. À ce moment dans les escaliers, j'ai constaté une porte qui ne devait pas être là. Oui, littéralement, une porte entre deux étages. J'empruntais cet escalier quasiment tous les jours. Et là, la voir comme ça m'a paru tellement absurde. Je n'ai vraiment pas réfléchi, puis je l'ai ouverte. Quelle erreur j'ai fait. Mais quelle erreur j'ai pu faire. J'avais déjà entendu parler de ça, de ces choses, ces événements, ces distorsions de notre réalité, nous poussant à atterrir dans une dimension que nous ne connaissons absolument pas, ou du moins extrêmement peu. Pour ceux qui comprennent ce que je parle, oui, j'ai atterri dans une backroom. Je l'ai immédiatement reconnu. On m'en avait déjà parlé quelques fois et, par curiosité, je n'avais pu m'empêcher de regarder sur Internet. Et puis, il y avait cette sensation de déjà vu, cette impression que j'étais déjà venu là. Là, par contre, je ne saurais comment vous l'expliquer. Enfin, la vague idée que j'aurais, ça serait que j'ai rêvé cet endroit, ou peut-être que j'y ai passé tellement de temps, je ne sais plus. Quand vous êtes coincé dans ce genre d'endroit, dans les backrooms, à ce moment, le temps n'a plus aucune réalité. Il n'a plus aucune importance. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit.
Et j'ai fait comme tous ceux qui se retrouvent bloqués là-dedans. J'ai commencé d'abord par marcher, bêtement et aléatoirement, en essayant de ne pas retourner sur mes pas, et en espérant pouvoir trouver cette sortie. J'avais tellement regretté de ne pas avoir pu écouter mes collègues de travail à ce moment. C'est eux qui m'en avaient parlé. Ils m'avaient rapidement expliqué que pour sortir de cet endroit, il fallait soit passer par une trappe, une porte noire ou quelque chose dans le genre. Oh, je sais plus, excusez-moi, mais c'était tellement angoissant d'être là-bas. Rien que d'y repenser, bordel, Oh, bordel. Je me ressaisis, excusez-moi, excusez-moi. Il faut vraiment que j'en parle. J'ai donc cherché cette potentielle porte ou mur noir. Enfin, du moins, je savais que c'était noir. Par contre, qu'est-ce que c'était exactement? On m'avait aussi rapidement parlé d'un ascenseur ou un escalier, je ne sais plus. Il n'y a que deux choses qui m'ont le plus choqué à cet endroit. Apparemment, d'après quelques recherches que j'ai fait après sur ordinateur, j'ai atterri dans le niveau 0. Le niveau le plus facile d'après eux. Une gigantesque salle, remplie de centaines d'autres salles, tous recouverts du même papier peint jaune, se répétant inlassablement. Tous les sols sont recouverts de cette moquette dégueulasse. Et ça, je peux vous garantir qu'elle l'est. Plusieurs fois, je me suis assis dessus, afin d'essayer de récupérer un peu. J'ai même pas mal déprimé dans cette salle. Ce niveau 0 est pratiquement interminable. J'imagine que plusieurs d'entre vous doivent se dire « Pourquoi je ne suis pas tout simplement ressorti par la même porte que j'étais entré ?» Si c'était aussi simple. Vous imaginez bien qu'au moment même où je l'ai ouverte, celle-ci a disparu, me retrouvant piégé indéfiniment ici. Je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que j'avance. J'ai dû marcher, courir, marcher, recourir, trottiner. J'alternais constamment. J'essayais à tout près de me changer les idées. Je pensais à tout et à rien. De toute façon, je n'avais aucun point de repère. Il y avait quelques différences ici et là, mais comment voulez-vous que je les remarque? Au bout d'un moment, on ne fait plus attention à rien. On avance bêtement dans les backrooms. À quelques différences. La deuxième chose qui m'est choquée, c'était le fait de croire que j'étais seul. Mais finalement, je ne l'étais pas. Oh non alors. Ces créatures ont un nom très particulier. Beaucoup les appellent les chiens, même si je ne vois vraiment pas en quoi ils ressemblent à des chiens. Alors j'appellerai le mien, le chien noir bizarre, car il n'y en avait qu'un seul qui me suivait. Une grande créature maigre, très maigre. Parfois elle se tortillait sur place, en essayant de m'attraper. Par moments elle se couchait sur le sol, et elle courait littéralement à quatre pattes. Dans tous les cas, cette créature était réellement terrifiante. Monstrueuse. Elle n'a vraiment pas voulu me lâcher. J'ai réussi à la semer par le plus grand des hasards, à force de courir aléatoirement ici et là. Mais cela ne durait jamais bien longtemps. J'entendais très souvent sa grosse respiration rauque, non loin de moi. Me faisant comprendre que la course-poursuite allait bientôt recommencer. J'imagine que j'ai dû rester au moins une bonne semaine tout seul. Peut-être plus. Sûrement plus, oui. Et croyez-moi que dans les backrooms, l'expression « il vaut mieux être seul que mal accompagné » prend tout son sens. J'ai finalement réussi à atteindre le niveau 1. Je n'ai jamais trouvé ce mur noir. Mur ou porte, je ne sais plus trop. De toute façon, on m'avait prévenu que c'était très risqué de l'emprunter. Un espèce de glitch qui permettrait soit de retourner chez soi, dans un autre monde, encore bien pire, ou alors de recommencer le niveau 0 depuis le début. Dans tous les cas, les risques étaient un petit peu trop élevés pour le tenter. Une fois arrivé dans le niveau 1, après avoir pris l'ascenseur, je me suis retrouvé plus ou moins dans le même monde. Moins agressif celui-ci. À la place du papier peint jaune, il n'y avait que des murs peints. Tout était en béton, même le sol. Tout était identique, à la différence que cette fois-ci, au lieu d'une grande pièce, remplie de plusieurs petites pièces, il y avait très souvent des couloirs, éclairés par des néons, et ceux-ci fonctionnaient de façon aléatoire. Je n'ai jamais eu peur du noir, mais accumuler la méfiance de l'obscurité, l'isolement total, et surtout le bruit de ces créatures qui recommençaient de plus belle. Et croyez-moi que vous êtes arrivé en enfer. Là aussi, j'ai plusieurs fois échappé à ce chien, qui ne cessait de me suivre partout. Je me demandais même s'il aurait réussi à me voir dans le noir. Mais personnellement, je n'avais vraiment pas envie de faire l'expérience. Oh non alors. J'ai donc continué à courir comme cela, bêtement, et littéralement en ligne droite, comme la dernière fois. De toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre?
J'ai juste réfléchi à quelques stratégies. Quand la lumière restait allumée, je me permettais d'avancer doucement, car au moins là, j'arrivais à voir le danger. Mais quand celle-ci s'éteignait, je sprintais le plus rapidement possible, afin de fuir quelque chose qui était là, et qui ne me voulait vraiment pas du bien. C'est à force de tourner ici et là que j'ai atteint ce niveau 2. Je ne croyais vraiment pas que j'y arriverais, mais ça y est, j'y étais. Un immense couloir, rempli de portes, et de créatures aussi horribles les unes que les autres. Mais cette fois-ci, hors de question pour moi de les regarder. Je ne faisais qu'avancer, avancer dans un immense couloir, encore plus chaud qu'un four. J'avais littéralement l'impression de fondre dans cet endroit, tant la chaleur était insoutenable. C'est là que j'y ai passé le plus de temps, car je n'ai cessé d'avancer devant moi en ligne droite. Toujours en ligne droite. On m'a toujours dit que c'était le meilleur moyen de sortir d'un labyrinthe. Ça et de toujours longer le mur de droite. Mais de toute façon, il n'y avait pas de mur de droite, juste des portes. Des portes et cette fournaise insupportable. Comment est-ce que j'en suis sorti, me demanderiez-vous? Eh bien, apparemment, j'ai fait la chose qu'il fallait faire. Même si je vous l'avoue, qu'à ce moment je n'en avais aucune idée. Je me suis résigné. J'ai dû tourner en rond dans ce deuxième niveau pendant au moins un mois. Puis je me suis assis et j'ai abandonné. J'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, tant pis, si une bête doit me manger, qu'elle le fasse maintenant. Moi je laisse tomber. Je mourrai ici. Et cet endroit sera ma dernière demeure. À ces mots, j'ai fermé les yeux, afin d'accepter cette triste réalité. Mais quand je les ai rouverts, j'étais chez moi. J'avais réussi, après plusieurs longs jours, à survivre à la backroom. À la différence que chez moi, apparemment je n'étais parti que depuis 1 heure. J'ai reçu un coup de fil de mon travail, qui me demandait où j'étais passé. Mais je n'avais rien à leur dire. Je ne savais même pas moi-même. Je ne savais même plus où j'étais. Et aujourd'hui encore, j'ai peur. J'ai peur d'y retourner. J'ai peur d'ouvrir une porte et de me retrouver coincé là-bas encore une fois. C'est décidé. Je ne veux plus jamais sortir ou d'entrer d'une pièce tout seul. Je finis d'enregistrer ce message et je pars immédiatement me faire interner. Au moins là-bas, je ne serai plus seul. J'aurai toujours du monde avec moi. Et ça, c'est la seule chose que j'ai besoin. Mais avant d'arrêter, je vous en supplie, à ceux qui écouteront ça, si un jour vous aussi, vous voyez une porte qui sera là, chez vous, à votre travail, ou n'importe où, du moment que vous connaissez l'endroit, mais que cette porte n'a rien à faire ici, qu'elle jure avec le paysage, ou alors que vous ne la connaissez même pas, s'il vous plaît, ne soyez pas curieux. La curiosité est un très vilain défaut. Et avec celui-ci, croyez-moi que vous allez le payer, vraiment, très cher. Imaginez rien qu'une seconde que cela aurait fini comme ça. Personne ne peut s'attendre à ça. Personne ne peut s'y préparer. Et pourtant j'ai tout fait pour essayer de les sauver. Mais quand le destin en a décidé autrement, on ne peut vraiment rien faire. Cela faisait maintenant 1 an que nous avons déménagé. Moi et ma fille étant partis dans une autre ville. Pas trop loin malheureusement. Moi et ma conjointe travaillant dans ce secteur. Et on ne pouvait pas se permettre de quitter tout du jour au lendemain. On avait beaucoup trop travaillé, beaucoup trop investi pour se permettre une telle chose. Les premiers temps, j'avais pourtant cru qu'on avait réussi. Pendant 6 mois, il ne s'était rien passé. Une vie totalement normale. Certes, notre fille restait toujours avec nous la nuit. Même d'ailleurs, lorsqu'elle venait nous le demander, si elle pouvait dormir avec nous, croyez-moi qu'il ne fallait pas qu'elle le demande très longtemps pour que j'accepte. C'est même déjà arrivé plusieurs fois que c'est moi qui lui demande. Que voulez-vous, quand on voit sa fille échapper à un tel monstre? Forcément, ça laisse des marques des 2 côtés. Ma fille a l'air de bien le vivre. Je ne sais même pas si elle s'en souvient, tellement la nuit avait été choquante et incroyablement ignoble. Son cerveau avait peut-être volontairement oublié tout ça. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère. Malheureusement, ma conjointe ne s'est jamais remis de cela. 8 mois après que nous avions emménagé ici, elle a commencé à devenir très méfiante. Elle dormait très peu le soir,
ne mangeait presque plus rien, à essayer de surveiller quelque chose qui n'était même pas là. Cela a duré plusieurs mois comme cela. Puis, il y a 15 jours de cela, je lui ai posé un ultimatum. Je sais, excusez-moi, c'est pas beau. J'ai un peu profité de cette détresse, mais j'ai décidé qu'il était temps qu'elle m'avoue tout. Alors je lui ai clairement dit, soit tu me fais confiance, et tu me révèles le fameux de cette histoire, ou soit je prends ma fille, et je pars tout de suite la mettre en sécurité. Car j'ai bien vu que ce monstre n'était pas indifférent. J'ai vu ta réaction l'autre jour. Je sais bien que tu le connaissais. Elle a soupiré de honte. Puis elle m'a raconté la vérité. Dans son enfance, elle et ses sœurs avaient pratiqué une séance de Ouija. Bien sûr, sans trop y croire. Mais de celle-ci, on est sorti une créature abominable. Et malheureusement, leur manque d'expérience les a rendues complètement imprudentes. Et ils n'ont rien fait pour le renvoyer. Cette chose, un esprit, un démon, on ne sait pas exactement ce que c'est, était restée là sagement. Elle passait de ma conjointe à ses sœurs, comme nous qui passerions d'une chaîne de télé à l'autre, attendant simplement de voir un bon programme, afin de littéralement le dévorer. C'est ce qui est donc arrivé l'autre jour. Cet esprit pensait que ma fille était prête, afin de la suivre, pour faire je ne sais quoi sur elle, chose qu'il n'avait jamais pu faire sur celle qui l'avait invoquée. Volontairement ou accidentellement, faisait-il exprès d'attendre bien sagement? Savourait-il la détresse de ses victimes, comme quelqu'un qui savourait un délicieux dessert? Je ne le saurais jamais. Quoi qu'il en soit, elle me prévenut qu'il reviendrait le soir même. Car maintenant, il était temps pour lui de l'apprendre, qu'il avait assez joué comme ça avec nos nerfs, qu'il mourait de faim depuis bien trop longtemps maintenant. J'espérais tellement qu'elle se trompe. J'espérais tellement que cette créature ne nous retrouve pas. Mais cela ne fut pas le cas. Le soir même, alors que ma fille avait décidé de dormir dans sa chambre, même si je n'étais vraiment pas très emballé par cette idée, j'admirais son courage. Et je n'allais quand même pas lui reprocher. Mais la créature a fait son retour. Et comme la dernière fois, il a simplement posé son doigt sur le front de ma fille, qui l'a directement fait tousser. Je n'ai pas attendu cette fois-ci. Je suis directement rentré dans sa chambre. Je n'étais même pas armé d'ailleurs. J'ai simplement brandi le poing devant elle, et je lui ai sorti les pires injures et les plus horribles menaces que je connaissais. Oui, j'avais peur. Qui n'aurait pas eu peur dans cette situation? Mais croyez-moi que la colère peut être beaucoup plus fort que n'importe quoi. Et à ce moment précis, j'avais énormément de colère. La créature n'a pas demandé son reste, et elle est simplement partie. J'avais même l'impression qu'elle avait légèrement hoché les épaules, de façon à me dire « Pourquoi pas, je te la laisse une journée de plus ». J'étais rassuré et effrayé en même temps. Je savais très bien qu'elle allait revenir. Nous avons donc passé comme cela 2 semaines, où tous les soirs la créature venait. Tous les soirs nous réussissions à la chasser. De diverses façons bien sûr. J'ai rapidement remarqué que les armes à feu n'avaient pas d'effet sur elle. Les 3 jours qui ont suivi, je n'ai cessé de la canarder. Mais à chaque fois elle revenait, et sans la moindre égratignure. Nous n'avons jamais essayé de l'attaquer au couteau, ou n'importe quelle autre arme blanche. Visiblement son toucher est des plus mortels, et je préfère éviter le contact physique avec elle. On a même essayé de prendre un chien et un chat. Oui, vraiment. On a tout essayé. Mais les animaux fuyaient devant elle. À aucun moment elle ne nous ont défendus. Si un jour quelqu'un vous dit que les chats éloignent les fantômes, eh bien, croyez-moi que ce répulsif n'agit pas sur les esprits de niveau supérieur. Enfin, si c'en est un, bien sûr. Nous étions complètement abattus et dépités. Cela faisait 2 semaines que nous ne dormions pas, ou du moins extrêmement peu. Nous avons même posé des jours de congé, afin d'essayer de ne pas attirer l'attention sur nous à notre travail. Ma fille non plus n'allait plus à l'école. De toute façon, ils n'arrêtaient pas de nous emmerder avec leurs histoires de psychologues, que ce n'était pas normal à son âge, qu'elle imaginait de telles créatures, alors que tout ça était bien vrai. Mais elle a expliqué ça à un professeur. Nous nous sommes littéralement barricadés chez nous. Et c'est alors que je pensais que tout était perdu. Que ça y est, nous avions touché le fond. Que plus personne ne pouvait nous aider. Car oui, nous avons même demandé l'avis d'un prêtre, afin qu'il puisse bénir la maison. Mais la seule réponse que nous avions eue de leur part, c'était qu'ils allaient sûrement passer entre 6 et 8 mois. On ne pouvait pas attendre aussi longtemps. C'était impossible. Puis finalement, il y a 2 jours, tout s'est arrêté. Le monstre n'est plus revenu, et ma fille peut enfin être libre. Pourquoi un tel revirement de situation?
Ça s'est passé alors que j'étais parti en ville, afin d'acheter un gadget supplémentaire, afin d'essayer de protéger notre maison. Je ne sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Maintenant, je m'en fiche éperdument. Quand je suis rentré chez moi, j'ai retrouvé un mot sur la table, écrit par ma conjointe, m'expliquant rapidement qu'il était là à cause d'elle, et qu'elle allait tout arranger, qu'elle allait enfin lui donner ce qu'il avait toujours rêvé d'avoir, nous souhaitant au passage à moi et à notre fille de vivre une très belle vie ensemble, et de ne jamais l'oublier. J'ai tout de suite compris ce qu'elle avait fait. J'ai couru partout dans la maison, je l'ai cherchée désespérément. Puis elle était là au grenier, son cou accroché à une corde, et son corps pendant légèrement au-dessus du sol, afin de nous offrir une délivrance, celle que nous rêvions depuis 1 an maintenant. Car oui, ça fait 1 an que cette créature nous avait attaqués, 1 an que notre cauchemar avait commencé. J'aurais tout fait, tout donné, pour que nous réussissions cette étape ensemble. Cette épreuve extrêmement dure. J'aurais tellement voulu qu'on la surpasse ensemble. Mais malheureusement la vie, enfin du moins la mort, en a décidé autrement. Mais n'oubliez jamais ceci, c'est qu'une mère est capable de tout faire par amour. Pour l'amour de ses enfants, elle sera toujours capable de réparer les pires choses qu'elle n'ait jamais fait, quitte à en payer sa propre vie.